Bon, alors on va aborder au cours de cette heure et demie de débat, de discussion, on va aborder un thème évidemment immense. Hein, il faudrait une encyclopédie, au moins, je ne sais pas, pour couvrir ce thème qui est celui de la littérature et la guerre. Alors je voudrais d'abord, en entrée de jeu, bon, je sais que Zahar Philippine a déjà présenté ce livre plusieurs fois, mais je voudrais quand même, comme il n'a pas été quand même tout de même, je crois, retenu depuis 10 ans, je crois qu'on n'a pas toujours lui accordé l'attention qu'il nécessaire, l'attention qu'il fallait à ce livre, d'abord présenter donc ce livre qui s'appelle Officier et poète russe, qui couvre vraiment tout le XIXe siècle et qui donne une vision tout à fait nouvelle, n'est-ce pas, des grands poètes qui ont constitué ce qu'on peut appeler l'âge d'or et qui ont été, ce que vous avez appris, je crois, pour la première fois, montre que ces grands poètes ont été aussi des guerriers, des militaires qui ont défendu la patrie russe, qui se sont battus sur tous les fronts et qui ont participé à toutes les guerres de l'Empire, contre les Français, contre les Suédois, contre les Turcs, pendant tout. Et donc ce thème-là, alors que bon, qui est peut-être aussi, qu'on va peut-être laisser de côté parce qu'il est difficile de le traiter, il est vraiment au centre de ce livre. Je voudrais demander à Zahar Philippine pour quelles raisons il a donc aborder ce sujet, lui qui est un romancier quand même, et alors ceci dit à propos de ce livre, il se lit comme un roman, il est écrit comme un roman, mais tous les faits, toutes les informations qu'il contient sont absolument avérées, documentées, et je crois que tout, pour terminer cette présentation, je crois que toute personne qui s'intéresse à l'histoire russe et à la littérature russe devrait lire ce livre. Il est très 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 important, il est remarquablement traduit, remarquablement édité. Et donc voilà, donc effectivement, c'est un livre qui porte sur la littérature et la guerre, à travers, je dirais plus, la poésie et la guerre. Alors pourquoi avez-vous choisi ce thème? Почему вы выбрали такую тему? Я представлю вашу книгу. Да, я понял. Мне кажется, что мы живем в парадоксальном контексте. Il me semble que nous vivons dans un contexte paradoxal. Потому что мы все смотрим фильмы, которые нам предоставляет Голливуд. Parce que nous voyons des films, essentiellement des films que nous propose Hollywood. И в фильмах, которые представляет Голливуд, все время идет война, там все, есть супергерои, которые всегда всех побеждают. Il y a toujours des guerres et toujours des super-héros qui gagnent, qui obtiennent une victoire. И портреты этих героев, которые всех побеждают на всех континентах, висят во всех странах, городах, в Париже, в Москве, в Берлине, в Африке, в Азии. Et on voit dans le monde entier des affiches avec les portraits de ces super-héros, puisque ces films sortent dans le monde entier. И при этом интеллектуальный мир, интеллектуалы в литературе, в культуре, они живут в мире пацифистском, и в этом мире нельзя говорить о войне. В этом мире, если ты говоришь о войне, то к тебе могут быть вопросы, может быть ты милитарист, может быть ты плохой человек. Et par ailleurs, dans le monde des intellectuels, le monde de la culture, c'est le pacifisme qui règne. Et si on évoque la guerre, on peut imaginer que c'est parce que c'est une personne qui n'est pas quelqu'un de bien. И те литераторы, которые говорят об этом, они рискуют, в России это называется, стать нерукопожатными, они рискуют исчезнуть из приличного общества, из прогрессивного общества, их туда не позовут, потому что литератор обязан быть гуманистом. Et les gens qui se lancent dans éventuellement la littérature de guerre, qui osent parler de la guerre, prennent des risques. Ils risquent d'être ceux à qui on ne veut plus serrer la main, qui vont être considérés comme anti-humanistes. Я вижу в этом некий парадокс, потому что мне кажется, что во многом новейшую религию пацифизма, это религия конца 20-го, начала 21 века, придумали люди, которые хотят лишить определенных игроков суверенитета. Они придумали пацифизм не для себя, а для других. Et moi j'ai l'impression que cette nouvelle religion
du pacifisme qui se développe depuis la fin du XXe siècle et au XXIe siècle. En fait, elle veut obtenir quelque chose, pas exactement ce qu'elle montre officiellement, mais autre chose. И поэтому я решил написать книгу о том, как все это происходило в XIX веке. Alors j'ai décidé d'écrire un livre qui parlerait de ce qui s'est passé au XIXe siècle. Когда литератор очень мало думал о том, как ему получить премию, и много думал о том, как сохранить свою собственную честь и достоинство. C'était l'époque où les littérateurs ne se demandaient pas comment ils feraient pour obtenir tel ou tel prix, mais ce qui était important, c'était de garder leur honneur. Эта книга не о войне, это не проповедь войны, это книга о человеческой свободе. Ce n'est pas un livre sur la guerre, ce n'est pas un sermon en faveur de la guerre, mais c'est un livre sur la liberté de l'être humain. Я написал книгу о русских писателях и поэтах, которые мне лучше известны, но я с удовольствием написал бы такую же книгу о французских или английских или американских литераторах. J'ai écrit un livre sur les poètes russes, que je connais plutôt bien. J'aurais pu sans doute aussi écrire un livre sur les poètes anglais ou français. И потом эти люди были очень фактурны, в них было много жизни, они были очень, в самом широком смысле, красивые. Puis c'était des gens qui étaient d'une facture originale. C'était des belles personnes. И когда я писал, я любовался этими людьми, я восхищался, они меня удивляли. Et pendant que j'écrivais ce livre, j'étais émerveillée par ces gens, ils m'étonnaient, ils m'impressionnaient. Не потому что они воевали, я еще раз повторю, а потому что они думали о вещах, которые больше, чем их собственной человеческой жизнью. Et non pas parce qu'ils ont fait la guerre, mais parce qu'ils pensaient à des choses qui allaient au-delà de leur simple vie personnelle. В эпоху, когда индивидуум, права индивидуума, личные твои права становятся новым божеством, мне кажется, иногда стоит оглянуться на таких людей. Et je pense qu'à cette époque, à l'époque actuelle, où les droits de l'individu deviennent une sorte de nouvelle divinité, il est important de regarder un peu en arrière et d'examiner ce qu'ont fait ces gens-là. Merci. Pour un peu actualiser, disons, ce thème de la guerre et ce thème du rapport entre la littérature et la guerre, je crois qu'on ne peut pas éviter de faire, disons, au moins allusion à la campagne de falsification de l'histoire qui est en cours aujourd'hui, disons, en ce qui concerne la victoire de l'armée rouge qui a vaincu Hitler, qui est mise en cause, qui est contestée, et d'autres aspects aussi. Donc toute cette histoire de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, il semble qu'elle devrait être, on devrait l'aborder, n'est-ce pas, d'une manière tout à fait, avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de circonspection. Et à ce moment-là, il faut rappeler que beaucoup d'écrivains ont témoigné, n'est-ce pas, on a apporté des témoignages sur cette guerre. C'était les correspondants de guerre, qui étaient souvent de très grands écrivains, Constantin Simonov, Vladimir Grossman, etc. Et donc je voudrais demander à Monique Sodzian, qui connaît très bien ce sujet, de nous parler peut-être du rôle joué par ces correspondants de guerre, auxquels aujourd'hui d'ailleurs on devrait s'adresser pour rectifier les énormités que l'on prononce déjà à propos des événements, n'est-ce pas, à propos de toute cette histoire, depuis le début jusqu'à la fin, que l'on commence par le pacte de Molotov-Ribbentrop, l'invasion de la Russie par l'Allemagne nazie, alors qu'on prétend même parfois que ce sont l'Union soviétique qui a déclaré la guerre, n'est-ce pas, ce qui est quand même incroyable, la libération d'Auschwitz, etc. Alors on peut trouver dans les témoignages de ces correspondants de guerre, n'est-ce pas, et c'est cela qui importe, ce sont des témoignages de gens qui sur le fait, sur le moment, écrivent ce qu'ils voient, ce dont ils témoignent. Est-ce que vous entendez? Parce que j'ai une petite voix. Ça va. Oui, alors, l'étendue du sujet me permet de
Parlez plus près du micro. De piquer, ouais, là ça va, oui, de piquer tout droit sur une guerre qui est au cœur du travail et des préoccupations de Zakhar Prilepine, qui est la guerre du Donbass. Et donc à partir de là, de passer à ce qu'a été le cadre de cette guerre qui a été faite en partie par des combattants qui étaient à la fois correspondants de guerre. Et donc, en fait, Zakhar Prilepine est un chroniqueur de la guerre du Donbass, comme d'autres ont été chroniqueurs d'abord en Espagne, et je préfère un parallèle entre la guerre du Donbass et la guerre d'Espagne. C'est en Espagne qu'ils se sont connus. C'est en Espagne qu'Hemingway allait boire un coup chez les Russes. Parce qu'il y avait, parmi les plus connus, il y avait Rimbaud, il y avait Kalsov, il y avait les correspondants de guerre qui sont partis d'une certaine manière comme Rimbaud et peut-être comme Zakhar, si je me permets ce parallèle, de manière spontanée. Quand Rimbaud est parti faire la guerre d'Espagne, il n'avait aucune mission du gouvernement soviétique. C'est après coup qu'on lui a donné le rôle de correspondant de guerre des Izvestia. Mais au départ, il venait par passion contre le fascisme, puisqu'il y avait eu en France en 1935 le congrès des écrivains du fascisme, 1935, et il savait ce qui menaçait l'Europe à ce moment-là. Donc, il y avait, d'une part, il y a ce contexte parallèle qu'il faut faire avec la guerre d'Espagne et avec les brigades internationales où on se retrouver, se rencontrer, c'est très important pour l'histoire de la littérature. Il y aura les Russes, il y a les Américains, les Anglais, les Français comme Macron. Hemingway, Pardon? Hemingway. Oui, alors Hemingway, justement, je vais en parler d'Hemingway parce que c'est une grande figure. Et donc, la motivation, c'est la trahison des démocraties occidentales vis-à-vis du fascisme. C'est ça qui est la motivation. Donc, ils n'ont pas à se justifier, puisque ça paraît aller de soi, et à l'époque, beaucoup de gens trouvaient cela naturel. Et Hemingway dira d'Émile Rimbaud, qu'il connaît très bien, qui fréquente au front de la guerre d'Espagne, on aurait dit qu'il faisait la guerre pour son compte. C'est une très belle phrase. C'est-à-dire qu'il faisait la guerre. Oui. Peut-être qu'il faut traduire. Вы понимаете, что он сейчас делает сравнение между важным какой-то Son compte, son affaire. Donc, je voudrais par là vous faire sentir l'intensité des convictions des hommes qui sont allés en Espagne. Et qu'on va retrouver évidemment dans la grande guerre patriotique en Russie. Ce sont les mêmes hommes d'ailleurs en partie, puisque Rimbaud sera le porte-voix des correspondants de guerre et des combattants, puisqu'ils sont à la fois combattants et correspondants de guerre. Or, Hemingway, dont on parle, ici, Hemingway va être attaqué en 1945 pour avoir confondu les deux rôles. On essaie de lui faire un procès parce qu'il a pris les armes. Et je pense que ça dira quelque chose à Zakhar Prilepine. В конце войны Хемингуэй обвиняли в том, что он не просто... Набрал руки оружие. Да. Alors, la grande, ce qu'on peut déduire de cette période très, très chaude, très difficile de l'histoire européenne, c'est que il y a actuellement, comme le disait Gérard Cognot, il y a une étroitesse d'esprit, que l'on puisse dire, vis-à-vis de cette littérature qui est venue d'un laboratoire fantastique qui était le laboratoire de création littéraire qu'a été la guerre. Parce que, et ça c'est Malraux qui le dit dans Les chaînes qu'on abat, il dit c'est la guerre qui
après avoir fait la guerre, vous en savez long sur les hommes. C'est-à-dire que la psy, voilà. Про то, что вот Монро вот в своей теории говорит, что вот повоевав, знаешь гораздо больше про людей. Et donc, cette étroitesse d'esprit qui consiste à traiter avec dédain, c'est le cas, je pense que Erano en a été victime, Hemingway en a été victime, et Zakhar Pipin a été victime. C'est-à-dire qu'il y a une petite littérature dont on a presque honte, on se bouche le nez pour ne pas tellement s'imposer, une littérature mineure. Et puis les romans, parce qu'on dit que ce sont quand même des garçons très doués, mais en fait, ceci est un contresens dans l'histoire de la littérature, puisque au contraire, il y a une même source d'inspiration, c'est le même homme qui écrit. Et quand vous pensez à Hemingway, justement, il a écrit la même année où il écrit Pour qui sonne le glas, il a écrit Les chauffeurs de Madrid, qui est un grand article, une sorte de reportage sur les chauffeurs de Madrid. Et les deux choses doivent être comprises ensemble, l'inspiration est la même. Évidemment, on ne lui a pas pardonné Les terres d'Espagne, le scénario du film de Joris Evans, qui est écrit en 1937. Et il faut dire que Hemingway n'aura son prix Nobel qu'en 1954. 6 ans dans sa mort, c'est-à-dire qu'il a une œuvre immense derrière lui, les plus beaux romans, toutes les participations enfin, au cinéma, etc. C'est un immense écrivain qui devra attendre et se défendre tout le temps et faire passer ce péché capital qu'est d'avoir participé à la guerre d'Espagne. Et il dira, je dois avoir le faire remarquer à mes amis français, il dira, vous savez, les démocraties occidentales, les Français ont été tellement lâches en refusant de soutenir le gouvernement républicain que moi, je n'ai pas envie d'aller faire la guerre en France en 1942. Et il dira parce qu'ils ont trahi. Et quand on trahit, ça c'est toujours Hemingway qui le dit, on n'a plus que la calomnie. C'est la deuxième phase, la trahison, ensuite la calomnie. Et on doit se dire ça peut-être. C'est plus compliqué que ça. Oui, oh, sûrement, sûrement. Voilà. Alors, pour ce qui est de Malraux, bien sûr, dans l'Espoir, un des personnages du roman, qui est écrit en, je crois, 1937, c'est ce même Ilya Ehrenburg, qui est le personnage qui est, d'après Malraux, viscéralement patriote, viscéralement soviétique. Alors peut-être on prend le relais là pour parler justement de cette question du patriotisme et de ce qu'on peut, et de peut-être qu'il sera aussi rattaché à ce qu'on peut dire du terrorisme, du contre-terrorisme, de la résistance, etc. À propos de la... Peut-être monsieur, vous dire un peu mieux. Мадам et месье, мне очень приятно присутствовать на этом собрании. Я впервые в такой... Мадам и месье, мне очень приятно присутствовать на этом собрании. Я вижу ваши лица, и у меня ощущение, что я на празднике. Ça me fait très plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. C'est la première fois que je me trouve dans une telle situation. Je vois vos visages et ça m'enchante. За окном пансион, я архитектор. Я это очень приятно. Да, я архитектор и, сколько себя помню, я университетский профессор. То есть я не классик современной русской литературы. Но я из того поколения, которого каким-то боком коснулась война. Je suis architecte, pour ça que je suis ravie d'être en face du Panthéon. Je suis aussi professeur donc, à l'Académie d'architecture et en même temps je suis ravie j'ai toujours été intéressée par la guerre. Вот, да. Так мне 81 год, это значит, я родился накануне войны практически. Je suis née à la veille de la guerre en 1938.
И моя память начала работать, когда немцы первый раз бомбили мой родной город Архангельск. Это было в июле 1942 года. Et ma mémoire, le premier événement qu'elle a gardé pour toujours, c'est le bombardement d'Arkhangelsk, ma ville natale, en 1942 par les Allemands. А затем все последующие военные годы я хорошо помню. Ну, конечно, со своего детства, с этой позиции. Дело в том, что Архангельск – морской порт. И во время войны туда приходили конвои союзников, которые по ленд-лизу доставляли оружие, продукты и все остальное. Donc la ville d'Arkhangelsk est un port dans le nord de la Russie, et pendant la guerre, c'est par ce moyen maritime qu'arrivaient tous les convois d'aide venant d'Amérique pour de nourriture, de matériel et de matériel militaire en particulier. Я хорошо помню союзных моряков на улицах нашего города. Казалось, что наш город вообще преобразился, сплошные были, значит, иностранцы в городе, да? И, кстати говоря, и между нами говоря, первый негритенок отечественного изготовления появился на свет в городе Архангельске в результате этих конвоев. Et il y avait donc énormément d'alliés, donc d'Américains qui se trouvaient sur le territoire soviétique, donc à Arkhangelsk, et lui, il a vu donc tout petit énormément d'étrangers, et il faut dire que le premier enfant noir qui est né à Arkhangelsk est apparu 9 mois après ces événements. Да, я все это помню очень хорошо. Я помню послевоенные годы этих инвалидов на улицах города, сколько было. Казалось, что только одни инвалиды. Вот. И со многими ветеранами, они все ушли. Я дружил всю жизнь. Et je me rappelle aussi après la guerre, tous les mutilés de guerre que l'on voyait dans la ville, il y en avait énormément. Et j'ai été amie avec tous, et bien sûr, il n'y a plus un seul qui soit encore en vie. Ну, если говорить о литературе, то мне особенно приятны авторы, которые писали о войне, но которые были участниками войны. Parmi les littérateurs qui ont écrit sur la guerre, j'ai un faible pour ceux qui ont participé, qui ont été des combattants. Да, и удивительно, вот Владимир Высоцкий, так, Роберт Рождественский, они все мои ровесники, мы с одного года. И мы эту войну физически как бы ощущаем, хотя мы были детьми. Et si on pense à des poètes russes comme Vysotsky ou Robert Rozhdestvensky qui sont nés la même année que moi en 1938, en fait, toute leur enfance a été baignée dans la guerre et ils en ont ensuite parlé sans cesse. Из поэтов военных я особенно ценю Константина Симонова. Его стихотворение общеизвестное такое в России, да? «Жди меня». Но было еще стихотворение, которое за душу берет, которое рвет на части сердца. Это ты помнишь Алеша в дороге Смоленщины. Он прошел войну, и когда он умер, то просил ее прах развеять над теми полями, где шли бои в Смоленске. Parmi les auteurs qui ont été correspondants de guerre et qui ont fait la guerre, il y avait le grand écrivain et poète Konstantin Simonov. Bon, ces poèmes étaient connus par cœur par tout le monde, en particulier celui qui s'est intitulé Attends-moi. Et puis il y en a un autre qui est, tu te rappelles, Alyosha, la route qui mène à Smolensk. И вот Володя Высоцкий очень точно передал войну в своих стихотворениях. Ощущение такое, что он участник этой войны. Он это сделал просто блестяще. Ну, например, какое стихотворение, да? Вот на братских могилах не ставят крестов, но вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты цветов, и вечный огонь зажигают. А дальше, а в вечном огне видит вспыхнувший танк, горящие русские хаты, горящий Смоленск и горящие места, горящее сердце солдата. Вся война вот в этих 4 строчках. C'est un poème de Vysotsky qui vient d'être cité et qui est très très c'est sur les tombes de ce qu'on appelle les tombes des frères, donc les tombes des soldats inconnus nombreux. On ne met pas de croix, mais on met des fleurs. Et je ne peux pas vous le redire entièrement en français comme ça, mais c'est une chanson qui est très 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 connue. Но я вернусь к Юрию Барышкову. Значит, вот то, что были конвои, то, что они шли, а после и большая помощь была союзников, безусловно. А после войны идеология такая была советская, что эта тема замалчивалась. И вот это, как-то, понимаете, задевало за живое, и вот это сидело во мне как заноза. И в конце концов вылилось в то, что я в какой-то возрастной момент
понял, что должен написать книгу, чтобы это не кануло в лету. В то время еще об этом почти не говорилось. И появилась на свет моя книжка «Арктические конвои в настроении Глена Миллера». Je me rappelais donc c'est mon enfance pendant la guerre, lorsque les alliés américains ont débarqué donc à Arkhangelsk pour transporter tous ces convois qui nous ont sauvés. Et après la guerre, il y a eu toute une période, le début de la guerre froide, où on n'évoquait plus du tout ces choses-là, où c'était totalement méconnu. Et moi, j'ai eu envie, quand je suis devenue vraiment adulte, d'en parler, et j'ai écrit ce livre sur justement Arkhangelsk pendant la guerre. Почему такое название? Потому что мое поколение выросло на музыке Глена Миллера. Помните Чатануга Чучи и вот эти мелодии, да? И когда я слышал эту музыку, у меня перед глазами стояла вот эта фотография, что я вам показывал. Это крестовый поход, когда эти корабли идут с танками в Архангельск, а их торпедируют из-под воды и бомбят с воздуха, и столько жертв и все такое прочее. Я должен был написать эту книгу, и я написал. И получилась она вот таким образом. Et donc, j'ai écrit ce livre pour évoquer tout le chemin que parcouraient ces bateaux donc américains qui venaient apporter une aide matérielle très importante pour la guerre. Et bien sûr, ces bateaux étaient attaqués par les Allemands, à la fois par des bombardements et aussi des torpilles, des missiles sous-marins qui les attaquaient. Et moi, je voyais, moi enfant, je regardais la mer et je voyais ces bateaux qui plongeaient malheureusement, qui coulaient lorsqu'ils étaient attaqués. Et j'ai eu besoin d'en parler. И мне довелось быть в Шотландии, мы в машине едем и включили приемник в машине, а там музыка Глена Миллера. В этот момент я понял, все, я книгу сделаю, и я ее сделал. На обратном пути в Лондоне я зашел в редакцию журнала Royal Navy и обратился к ветеранам, что хочу сделать книгу, и может быть кто-то что-то напишет. Самое такое интересное из конвоя в их жизни. Et il se trouve que j'étais en voiture et j'ai entendu la musique de l'orchestre de Glenn Miller, qui était très connu en Union soviétique. Et je me suis dit, en entendant cette musique américaine sur de l'époque de la guerre, et je me suis dit, il faut absolument que j'écrive ce livre. Et j'ai eu la chance de pouvoir aller à Londres. Et à Londres, je suis allée à l'Académie de la Marine royale. Et j'ai dit que je voulais écrire un ouvrage sur les relations justement maritimes pendant la guerre et l'aide qui avait été apportée par les Alliés. Ces Balaam, Abraham, tout le monde va être traduit jusqu'à la fin des années 70. Et à partir de 1970 va commencer une sorte de purgatoire, de non-purgatoire. Говорит, что просто, наверное, она говорила о Вернезе, о том, что его совершенно забыли здесь, во Франции, и там, наверное, тоже у вас, и что вот он писал трилогии, во Франции он писал «Падение Парижа», и эти книги пользовались тогда успехом, и о том, что вот до 70-х годов вообще вот главные писатели, которые писали о войне, вот пользовались и здесь большим успехом, а потом стали их забывать. Oui, et un autre exemple, et je pense que là, Zakar a ajouté une chose très importante, c'est le cas de Cholorov. Cholorov, dans les années 60-70, a été publié le livre de guerre de Cholorov, ils ont combattu pour la patrie, à a été traduit en France par Julliard et était un livre important. Et ensuite est venue dans les années 80 la grande attaque contre Cholorov. Et c'était, comme vous le savez, Cholorov a-t-il écrit, est-il l'auteur du Don paisible. Et ça, c'est toute une façon de descendre en flamme un auteur qu'on a respecté pendant un certain temps, que tout d'un coup on va vouer aux gémonies, et rien ne prouve, puisqu'aujourd'hui on sait qu'il a écrit le Don paisible. C'est Solzhenitsyn qui a lancé ça. C'est Solzhenitsyn qui a changé ça, qui a lancé ça. Oui, tout à fait. Voilà, alors peut-être que Zakar a quelque chose à dire sur le sort qui a été réservé à Cholorov.
Вы можете что-то сказать о судьбе Шолохова, о том, как после того, как вышла книга Юлии «Они сражались за Родину», вот, и книга была переведена на французский, а потом в 80-е годы, когда начали слухи о том, что, может быть, не он написал «Тихий дом», так его уже стали считать никудышным. Ну, да, это огромный черный миф о Шолохове, который, к сожалению, к появлению которого имеет отношение и Александр Солженицын. Он один из первых написал, что Шолохов не автор «Тихого дома». Donc oui, c'est vrai que Solzhenitsyn a fait circuler ce bruit selon lequel Шолохов n'était pas l'auteur du Don paisible. Я собираюсь писать биографию Шолохова, я занимаюсь Шолоховым, и, конечно, я еще раз повторяю, что это черная мифология, потому что обнаружены рукописи, проведены все экспертизы, и анализ жизни, биографии, рукописи Шолохова показывает, что 100% он автор «Тихого дома». Je travaille actuellement sur Šolokov, j'ai l'intention d'écrire sa biographie et j'ai beaucoup étudié les manuscrits, et la vie de Šolokov, les événements qui se sont déroulés au moment où le livre s'écrivait, et il est absolument évident que toutes les expertises prouvent que c'est bien lui l'auteur du Don paisible. Но люди очень часто предпочитают верить в мифы, чем и вообще книжки, которые сделаны по-журналистски, которые сделаны ярко, в которых какие-то разоблачения, их читают тысячи и миллионы людей, а научные труды, где читают суффиксы, префиксы, сравнивают даты, их читают только единицы. И мы живем в мире, где много демократии, но при этом из-за огромной демократии стало очень много абсурда. En fait, les ouvrages de type journalistique qui sont assez brillants, qui dénoncent, créent des mythes pour dénoncer un soi-disant imposteur, ont beaucoup de succès. Alors que les travaux des chercheurs qui s'appuient sur des recherches très longues et qui sont très minutieuses sont lus par quelques personnes. Думаю, что любой человек, который перечитает «Тихий дом», он согласится с тем, что это одна из самых великих книг не только в русской литературе, а в мировой литературе. И, как сказал русский писатель Эдуард Лимонов, эта книга написана за пределами человеческих возможностей. Это очень точное определение. Je pense que quiconque lit Le Don paisible voit que c'est l'un des plus grands livres de la littérature russe et de la littérature mondiale. Et Leonov a dit au propos de cet ouvrage qu'il avait été écrit presque au-delà, ce que ça montre, c'est quelque chose qui est au-delà des possibilités humaines. И, конечно, самое главное, вот книга «Они сражались за Родину» написана вскоре после войны, и основной пласт военной литературы написан людьми, воевавшими. Бондарев, Бакланов, то, что говорила уже Моника. И потом, когда началась перестройка, стали говорить, что вот это была не совсем правда о войне, сейчас появится настоящая правда о войне. Но с тех пор ничего не написано такое, что может сравниться с книгами Шолохова, Бондарева, книгами Воробьева, теми книгами, которые написали тогда, в 40-е, 50-е, 60-е годы. Оказалось, что там есть вся правда, которая необходима. Tous les livres qui ont été écrits sur la Grande Guerre pour la patrie, dans les années 40, 50, 60, ont ensuite été critiqués, en particulier les livres Ils ont combattu pour la patrie de Šolokov, ils ont été critiqués dans les années 80. Mais en fait, on dit qu'il devait y avoir une autre vérité sur la guerre, la véritable vérité sur la guerre, mais finalement rien n'est apparu de plus convaincant que ce qui avait été écrit jusque-là. Je vois dans la salle Eugène Berg, qui je crois a quelques idées. Non, oui, non. Merci beaucoup. Je crois que beaucoup a été dit. J'aimerais simplement rebondir 2-3 aspects. Donc, littérature et guerre, vous en avez parlé. Je remarque qu'il y a des grands films sur la guerre, comme la guerre du Toulon. Cet été, il y a eu une film sur le Vietnam remarquable. Maintenant, la guerre se voit moins en littérature, moins dans le théâtre, moins dans les films, mais dans les jeux vidéo. Alors, je ne veux pas dire que c'est une forme dégradée, mais il y a un peu
un lien entre le sport, le jeu, la guerre, où tout est mélangé, on ne sait plus qui sont les bons, les mauvais, les valeurs, et donc il y a une banalisation des faits guerriers, justement par le fait que c'est plus un acte héroïque. Bon ça, certainement, notre ami Zahra va revenir là-dessus. Le deuxième, c'est la question que je lui pose. Может быть, я сначала переведу. А Евгений может и сам потом перевести. Да, да, Пожалуйста. Alors, la deuxième, c'est que on est tous pétris de culture grecque. Le héros, il y avait cette division qu'on ne retrouve pas chez nous. Le héros, l'homme d'État, l'homme politique et le politicien. Le héros, c'est celui qui accomplissait une œuvre remarquable à la guerre. Maintenant, il n'y a plus de guerre, au moins chez nous, donc il n'y a plus de héros. Alors, où est-ce qu'on les trouve? Alors, l'autre sujet qui est intéressant, et ça, j'avais d'autres, mais je ne vais pas trop monopoliser, j'ai lu il y a quelques années qu'un Polonais non-juif n'avait jamais vécu dans le ghetto de Varsovie, et il a écrit le meilleur témoignage sur le ghetto. Alors le problème, c'est peut-on écrire sur la guerre? Je dirais pas mieux que les guerriers, mais est-ce qu'on l'a déjà fait? Peut-on écrire très bien sur la guerre sans l'avoir jamais faite? Et la deuxième, bon, voilà des choses très intéressantes. Et dernière remarque, quand même, les deux grands hommes d'État du XXe siècle, parmi les deux, c'est quand même Churchill et De Gaulle. Bon, je parle un peu comme un vieux, excusez-moi, c'est deux hommes de guerre. Hein. Churchill n'a jamais été. Voilà, il y a même un bouquin qui vient de paraître, De Gaulle, le soldat en politique. Effectivement, Zahra rentre dans la politique, c'est pas une truc aujourd'hui, donc il a certainement apporté à la politique russe son expérience qui ne le résume pas de guerrier. Alors, je vais essayer de traduire. Bon, мы уже сталкивались с большим проблемой, что большая литература, Илья, Махабхарат, «Война и мир», а теперь у меня ощущение, раньше были фильмы большие, театр, Шекспир, Сервантес, Нуманс, а теперь это видео. И теперь нету разницы между войной, игры, видео. Я не оскорбляю, я не говорю, что литература здесь, но видео. Какое твое мнение? Второе, это мы все-таки питались греческой культурой, даже если потеряем, во время старых времена герой – это кто совершил подвиг на войне. Государственный, политик и так далее. Вот иерарх. Может быть, это еще старое понятие, а может быть героем, если ты не совершил какой-то подвиг. Да? И третий вопрос. Я читал несколько лет тому назад, что один поляк никогда не был в гетто Варшавы, и он описал самое лучшее, ярко, как живут в гетто. Значит, можно теперь писать про войны, когда ты никогда не воевал. И есть такие примеры? Или нет? Первый вопрос. Я все-таки думаю, я не обязан быть корректным, я литератор. Я думаю, что, конечно, литература это больше, чем кино, и кино вторично по отношению к литературе. Je dois dire quand même que la littérature, c'est plus que le cinéma. Действительно, раньше был культ героя, и вовсе не было культа жертвы. И 20 век эту ситуацию уравновесил, потому что жертва и герой стали на равной позиции. Это нормально, это хорошо, потому что раньше были только люди побеждающие, только люди убивающие, только люди давлеющие, а кто умирал, это было неизвестно. 20 век это уравнял. Autrefois, il y avait le culte des héros, de celui qui réalisait des exploits, qui écrasait, qui était les vainqueurs. Et au XXe siècle, les choses ont un peu été rééquilibrées parce que les victimes, qui n'avaient jusque-là pas eu droit à la parole, sont arrivées au premier plan. Et il y a eu donc un équilibre entre les victimes et les héros. И, конечно же, возможно, жертва как герой и почитание этой жертвы как героя. И мы все знаем эти истории из Второй мировой войны. Корчак, который не бросил еврейских детей и вместе с ними был убит, и многие иные, которые совершили подобные подвиги. Nous avons entendu parler, surtout pendant la Deuxième Guerre mondiale, de ces gens qui ont été des héros en sauvant justement des victimes, comme par exemple cet Allemand qui a sauvé tant d'enfants juifs et qui leur a évité la mort.
Но сейчас наступает уже другая опасность. Сейчас наступает опасность, что есть культ жертвы, а культ героя уже начинает отрицаться. Героев не должно быть, должны быть одни жертвы. Mais aujourd'hui, il y a une autre tendance inverse, c'est qu'on arrive au culte des victimes. Et les héros n'ont plus droit d'être présents, d'être au premier plan. Вот, скажем, город Будапешт, и там сносят все памятники советским солдатам, русским солдатам, но зато собираются ставить памятник женщинам Будапешта, которых изнасиловали советские солдаты. À Budapest, par exemple, on est en train d'enlever toutes les statues, les monuments aux soldats soviétiques qui avaient libéré la Hongrie, et on va les remplacer par des statues des femmes qui avaient été violées par les soldats soviétiques. Россия потеряла 17 миллионов человек, мы не можем даже поставить памятники тем людям, которых убили. 17 миллионов человек. Если мы будем еще ставить памятники изнасилованным русским женщинам, которых изнасиловали немцы, или румыны, или венгры, то у нас не хватит территории для этих памятников. En Union soviétique, il y a eu 17 millions de victimes, et mon voisin dit 27 pendant la guerre. Et si on mettait des statues à toutes les femmes qui ont été violées par les soldats allemands pendant la guerre, il n'y aurait sans doute plus un centimètre carré disponible sur toute la surface du pays. Безусловно, мы все почитаем жертвы, которые имели место быть во время войны Второй мировой, но начинается соревнование жертвенности. Все начинают соревноваться, у кого больше жертв. Bien sûr, nous avons une grande vénération pour les victimes de toutes ces horreurs, mais actuellement on a l'impression d'une sorte de compétition entre victimes. Qui a été la plus grande victime? Это тоже нормально, я тоже не против, но пускай это не будет за счет русского солдата совершаться. Je ne suis pas contre cela, mais je ne souhaite pas que cela soit fait contre les soldats russes. Что касается текстов или фильмов, которые делаются не участниками этих событий, то да, безусловно, возможность работать с документами, возможность посмотреть на ситуацию, отступив от этой ситуации сверху, оно дает иногда удивительные результаты. Мне, безусловно, нравится роман Джонатана Литтла «Игорь, благоволительница». Я считаю, что это гениальная книга, я считаю, что это огромный писатель, и, конечно, мы все догадываемся, что он никогда не был на Второй мировой войне. Je pense que des gens aujourd'hui qui écrivent sur ces événements du passé, sans bien sûr les avoir vécus, simplement en se documentant très sérieusement, en faisant des recherches très approfondies, réussissent des œuvres remarquables, comme par exemple le livre de Jonathan Letton. Les bienveillants. C'est vrai qu'il remarque. Je voudrais juste faire une remarque au sujet de Sholokhov. Solzhenitsyn, dans Le grain tombé entre les meules, que j'ai lu dernièrement, fait référence à cette cabale concernant la paternité du nom paisible à Sholokhov. Mais il ne fait que reprendre une cabane qui a été créée auparavant, et je crois me souvenir qu'il rend justice d'une certaine manière dans Le grain tombé entre les meules, dans une note à Sholokhov. Господин читал недавно книгу «Солженицын тоже по-русски», «Зерно, которое попало между жерновом». И вот говорит, что он упоминает как раз тут случай с Шолоховым и Тихим Доном, и он вообще говорит, что и тут понятно, что это совсем не он создал эту мир, да? что она была уже, и он, кажется, вот скорее оправдывает Шолохова в этой книге. Да, безусловно, миф придумал не Шолохов, он появился раньше, эти слухи распускались еще когда только был написан первый том Тихого Дона. Но Солженицын до книги, как называлось, «Между двух жерновов», до нее в другой своей работе уверял, настаивал на том, что автор Тихого Дона донской писатель Крюков, погибший во время гражданской войны. Поэтому, как в России это называют, первое слово дороже второго. Сначала он запустил этот миф, потом он решил немножко передумать. C'est vrai que dès la publication du premier tome
du don paisible. Il a été dit que c'était un certain Kryukov et non pas Chodorov qui en était l'auteur. Solzhenitsyn avait repris dans un ouvrage précédent, celui que vous avez évoqué maintenant, cette théorie. Ensuite, visiblement, donc il s'est rétracté, mais Zahar se souvient de cette première intervention. Monique, oui, je voudrais ajouter que cette diffamation a été tellement importante, qu'elle a donné lieu à l'écriture d'un livre collectif en France qui a été publié chez Bourgois, qui a écrit Le Don paisible. Et à l'époque, moi j'étais étudiante, je peux dire, j'ai même participé à la traduction du livre, à ma grande honte, mais c'était le sort des étudiants, quelquefois, de faire leurs armes au profit des professeurs. Et donc, ça paraissait aller de soi. Voilà, que la calomnie était si forte, elle venait d'autorités, à la fois universitaires, littéraires, etc., que pour ma génération, pour les étudiants français de ma génération, ce n'était pas Chodorov qui avait écrit Le Don paisible. Et le livre, publié en français chez Bourgois, a eu du succès. Oui, alors si on peut tirer un peu, disons, une certaine conclusion de tout ce qui a été dit, il semble frappant que les témoignages, par exemple, sur la collaboration, n'est-ce pas, extrêmement efficace entre les Alliés et l'Union soviétique au moment pendant la Deuxième Guerre mondiale, le témoignage aussi de Zahar à propos du succès de Léonov aux États-Unis, etc., montrait véritablement une union contre le fascisme, contre l'hitlérisme, ce monstre qui menaçait toute l'humanité. Bon, mais actuellement, et de plus en plus, je crois que c'est une évolution qui remonte un peu déjà, qui remonte, comme on l'a dit déjà, puisque toutes ces histoires qu'on raconte ne sont pas nouvelles, elles sont déjà anciennes, qu'il y a une tendance progressive à effacer, n'est-ce pas, ce qui était quand même une réalité vécue et dont on a les témoignages, pour lui substituer une interprétation complètement fabriquée, ce qu'on va appeler une mythologie. Vous avez employé très bien le mot de mythologie, une espèce de mythologie, n'est-ce pas, qui se substitue à la réalité. Et je crois que c'est un phénomène un peu général aujourd'hui dans notre société, qui fait que, du fait de la prolifération de l'information, du fait de la surinformation, on aboutit à une désinformation, ce qui fait qu'on ne sait plus du tout, n'est-ce pas, les gens perdent leurs repères et croient véritablement des mensonges, des calomnies, tout ce qu'on a pu écrire, par exemple, sur la crise ukrainienne, si on reconstitue l'histoire, est un tissu de mensonges et de falsification. Mais alors, tout ça peut être prouvé. Or, dans les médias français, on a réglé ce problème d'une manière radicale, c'est-à-dire par le silence, par le boycott. On n'a pas eu d'informations sur le pogrom d'Odessa, par exemple. Il y a un film qui a été à moitié interdit. Donc il y a une espèce de boycott de l'information qui fait que, effectivement, pour connaître la vérité sur la guerre, on doit se référer à ceux qui, comme on l'a dit, monsieur, comme on l'a dit, à ceux qui l'ont vécu et qui en ont témoigné. Et même si de véritables historiens qui n'ont pas vécu les événements, quand ils l'ont fait dans un souci de vérité, n'est-ce pas, ils reconstituent une réalité qu'ils n'ont pas vécue. Alors je crois que ça c'est un fait assez important, mais je voudrais aussi parler de notre but. On parle de la guerre en général. Il y a les guerres internationales, évidemment, les grandes guerres patriotiques, mais il y a aussi les guerres civiles. Alors justement, dans le livre de Zahar,
sur l'officier poète russe, j'ai relevé une certaine, comme ça, une vision, une interprétation, disons, de la guerre contre la Pologne au moment de la révolte polonaise, n'est-ce pas, de 1830, qui ne montrait pas cela comme véritablement une répression barbare, n'est-ce pas, d'un régime autoritaire, d'un régime qui avait confisqué, n'est-ce pas, la Pologne contre des patriotes polonais qui justement prenaient les armes pour leur liberté, mais au contraire, qu'il a montré comme une véritable guerre entre deux pays. Alors ça, je serais intéressé, j'aimerais bien qu'il complète cela, parce que cela m'a, disons, alerté. Я вижу просто, что по людям уже как бы грустно. Я книги бы обратил их внимание, потому что все устали уже. Но я могу вам рассказать эту историю за 1 минуту. Je vais essayer de vous raconter ça en 2-3 minutes. Вы знаете, что когда Наполеон переходил границу России, он называл это Вторая Польская война. Quand Napoléon s'est approché des frontières de l'Empire russe, il a appelé cette campagne la deuxième guerre de Pologne. То есть Наполеон собирался не захватывать Россию, а якобы освободить Польшу. Но мне кажется, это было не совсем честно. Napoléon ne venait pas s'emparer de la Russie, mais libérer la Pologne. Дело в том, что Польша владела огромным количеством традиционно русских земель, то, что сегодня называется Украина и Белоруссия, это было частью Польши. И в России считали, что это русские земли, а в Польше считали, что это польские земли. Donc, avant le deuxième partage de la Pologne occupait d'immenses territoires qui étaient au départ des territoires russes, des terres de ce qui est maintenant la Biélorussie et l'Ukraine. В любом случае, на этих землях говорили на русском языке. C'était des terres où on parlait russe. И когда началось польское восстание в 1830 году, et lorsqu'a commencé le soulèvement polonais en 1830, это было не просто восстание поляков за независимость, а это была попытка поляков вернуть себе земли Украины и Белоруссии вплоть до города Киева. C'était pas seulement un mouvement de libération de la Pologne, mais c'était une tentative pour les Polonais de reprendre des terres qui leur avaient été enlevées, des terres qui se trouvaient sur l'Ukraine actuelle et la Biélorussie actuelle. Поэтому в Европе и тогда, и сейчас воспринимали эту войну, что вот огромная жестокая Россия, она обижает маленькую несчастную Польшу, но в России на эту историю смотрят чуть иначе. Et donc en Occident, en Europe occidentale, on voyait dans cette aventure la petite Pologne qui essayait de se libérer du joug de l'immense et cruelle Russie. En Russie, on a une autre vision des choses. И чтобы разобраться во всех деталях, если вам любопытно, то российская позиция, русская позиция, она есть в моей книге, и, быть может, она покажется вам убедительной, а может быть, нет. Et si vous avez un peu plus de curiosité pour ces choses, la position russe, elle est clairement exprimée dans mon ouvrage, et donc si vous avez envie d'en savoir un peu plus, vous pourrez le découvrir en lisant le livre. В любом случае, это демократия. En tout cas, ce sera démocratique. Merci. Alors, il faudrait aussi, il me semble que dans votre livre, vous avez établi aussi une comparaison avec les événements d'Ukraine, avec la crise qui est née après Maïdan et qui a été interprétée effectivement, généralement en Occident comme une agression, n'est-ce pas, de la Russie, alors que les Russes l'interprètent évidemment tout autrement. Et il me semble que vous avez établi une relation justement avec cette question polonaise, n'est-ce pas? В вашей книге вы сравнивали как-то события на Украине после 2014 года с польским вопросом. Ну, действительно, все эти процессы происходят как минимум на одной и той же территории. Это одна и та же география. En tout cas, tous ces processus se déroulent dans le même espace.
И в классических стихах Пушкина, которые обращены к Европе, Пушкин говорил: «Оставьте нас в покое, это классический, это старинный спор славян между собой». Пушкин писал в Европе: «Не трогайте нас, это старинный спор славян между собой». Et Pushkin avait écrit dans un poème qu'il adressait aux Européens: laissez-nous tranquilles, c'est une discussion interne aux Slaves. Ну, то есть, когда у Англии происходят какие-то проблемы или какие-то споры между там, Шотландией, Ирландией и так далее, в России не помогает оружием, финансами, и газетами, и статьями, и медиа той или другой стороне. Мы не считаем, что это должно нас касаться. Par exemple, si quelque chose se produit en Grande-Bretagne, un conflit entre l'Écosse, par exemple le Pays de Galles, la Russie ne va pas intervenir en soutenant l'un ou l'autre avec des armes. Я хочу сказать, что наши взаимоотношения вот, на территории России, они куда более близкие, чем взаимоотношения, вот те, которые я привел в пример, между Англией и ее, как это назвать? Donc j'ai évoqué les relations entre différents éléments du Royaume-Uni, mais les relations entre les différents peuples, donc tout proches de la Russie, en fait, sont beaucoup plus intenses. И чтобы эту историю не изучать по газетной статье, как обычно мы сегодня изучаем, прочитаем газетную статью, и вот у нас уже есть свое собственное мнение. Я предпочел отойти на 200 лет и с расстояния в 200 лет посмотреть на эту ситуацию. Хотя, конечно, ей даже больше, чем 200 лет, ей 1000 лет. Это действительно цифра, вдумайтесь. Этой истории 1000 лет, а мы читаем статью в газете и говорим: о, мы это знаем, это русские теперь все сделали плохо. Actuellement, on a tendance à se forger une opinion en lisant un article dans un journal. Et moi, j'ai préféré prendre du recul, 200 ans, et même jusqu'à 1000 ans, parce que tous ces conflits, toutes ces relations, elles ont 1000 ans d'âge. Я, кажется, я больше говорил, но ничего. J'ai peut-être un peu parlé. Merci. Est-ce qu'il y a des questions peut-être Oui. J'aurais une petite remarque pour madame déjà. Après la guerre de 14 ans en France, on a eu des écrivains combattants qui avaient une super cote. Je voulais savoir s'il y a eu, parce que vous avez évoqué les correspondants de guerre, mais s'il y a eu des écrivains combattants russes. Et puis pour les deux messieurs, je voulais savoir s'il y a eu d'autres régions de Russie où il y a eu des interventions des Alliés, comme Arkhangel. Et puis maintenant, pour le grand public, quand on parle de la guerre, c'est toujours Stalingrad. Mais je pense qu'il y a eu d'autres, bon, bien sûr c'est un tournant essentiel, mais il y a eu quand même certainement d'autres actes héroïques et importants. Est-ce que c'est un choix politique vraiment de Staline de focaliser sur... On va d'abord peut-être répondre à la première question. Oui, non, je peux dire simplement, oui, bien sûr qu'il y a la bataille de Moscou, il y a, tout à l'heure on a parlé de la bataille d'Arkhangelsk, du Nord, on a Smolensk, on a le siège de Leningrad, on a la bataille de Stalingrad. Ce sont les grandes batailles qui sont évidemment largement décrites, mais il y en a plein d'autres. Il y a eu Mourmansk, j'ai vécu 5 ans à Mourmansk. Après Stalingrad, c'est la deuxième ville la plus détruite. J'ai rien contre mon ami, c'est ce que je dis. On parlait surtout des convois de Mourmansk, vous voyez, et on ne parle pas d'Arkhangel. Et je peux vous dire que j'ai connu le vice-amiral Duménil, l'aide de camp du général de Gaulle à l'Élysée, il a fait partie des convois de Mourmansk. Donc c'est aussi notre histoire. Là, et maintenant pour les écrivains ont pu, je crois, jusqu'à leur mort, il y en a un seul, je crois, qui reste, c'est Bon d'ailleurs, qui est vivant. Et Yuri Bondiev, qui doit avoir 98 ans, quelque chose comme ça, ils sont toujours lus, ils sont toujours honorés. Bien sûr qu'il y a eu des conflits, parce qu'après le changement de régime en 1990, il y a eu des frottements, et même avant, sous la période sous Khrouchtchev,
Il y a par exemple Simonov qui a été destitué. Il était à la tête de la littérature, je crois, et il a perdu sa place parce qu'il avait critiqué, il ne supportait pas la critique unilatérale de Staline pendant la guerre. Voilà. Toutes ces choses-là vont rester, il y aura des frottements sévères, hein, mais en gros, mon expérience, je ne sais pas, peut-être que nos amis peuvent le dire, c'est qu'ils sont connus, honorés, et la littérature est toujours présente. Voilà. Et je voudrais dire que demain, nous allons parler d'un autre écrivain, un fils de Brandovik, qui est Semenov, sur la guerre de 40, aussi sur les agents de renseignement dans l'Allemagne nazie, les agents de renseignement soviétiques dans l'Allemagne nazie, et la préface au livre, à la Top Rouge, est due à Zakhar Prigogine. Дорогие друзья, помощь союзников советскому русскому народу во Второй мировой войне была бесценной. Эта помощь поступала тремя путями. Через Арктику, через Аляску, самолеты перегоняли, и через Иран. L'aide apportée par les Alliés à l'URSS est inestimable pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait trois chemins pour arriver là. Il y avait d'une part donc, le chemin maritime qu'on a évoqué avec Murmansk et Arkhangelsk. Il y avait aussi les avions qui venaient de l'Alaska. Et puis il y avait aussi une partie de l'aide qui venait par l'Iran. Помощь эта была бесценной, и поэтому победа во Второй мировой войне союзников была общей, не чьей-то персональной, ни Советского Союза и ни Соединенных Штатов, как выпячивается вот на Западе. Она была общей, мы все вместе ее сделали. И поэтому, когда я посетил Нормандию и увидел там прессинг американской пропаганды, что они герои, что они все делали, я с этим принципиально не согласен. Эта высадка десанта в Нормандии произошла потому, что до этого были Москва, Сталинград, Курск. Il y a eu donc, bien sûr, l'aide américaine, c'est certain, mais il n'y a pas eu que les Américains. La victoire a été une victoire commune. On ne peut pas dire que c'est l'Union soviétique qui a gagné ou ce sont les États-Unis qui ont gagné. Non, c'est la victoire commune des Alliés contre le nazisme. Et lorsque je suis allée en Normandie, sur les plages de débarquement, j'ai été choquée par le fait qu'on évoque uniquement les exploits des Américains. Ils n'ont pu avoir lieu que parce qu'il y avait eu avant les victoires, les batailles à Stalingrad et à Kursk, et puis l'avancée des troupes soviétiques vers l'ouest. Oui, alors, и раз уж мы в Париже, то с удовольствием скажу, что те две дивизии нацистские, которые осквернили Париж в 1940 году, были переработаны на консерву в Сталинграде. Et puisque nous sommes à Paris, je dirais avec plaisir que les deux divisions allemandes qui ont occupé Paris en 1940 ont ensuite été envoyées sur le front soviétique et ont été pulvérisées à Stalingrad. Oui, pour ajouter une remarque à ce que vient de dire notre ami, cette aide des Alliés plutôt des Américains à l'Union soviétique a été évidemment extrêmement mise en valeur dans l'opinion occidentale, mais au détriment de l'énorme effort de guerre accompli par les Soviétiques eux-mêmes. Parce que dès le début, il y a eu un effort d'armement absolument colossal, n'est-ce pas, et qui a quand même contribué au moins autant que les armes et les munitions qui venaient des États-Unis, qui ont pour que l'armée rouge gagne la bataille. Dans son ouvrage, Comment Jean Lopez a écrit 980 pages sur l'opération Barbarossa. Ah, ben oui. Et si vraiment je recommande, oui. c'est un must. Oui. Et là, il remet énormément. Et bon, on pourrait passer jusqu'à minuit. Écoutez, l'opération Bagration, du nom Bagration, géorgien tué pendant la guerre napoléonienne. Le nombre d'Allemands tués après Normandie, Bagration, 3 fois plus d'Allemands anéantis. Donc, on ne fait pas une mathématique. Mais voilà, c'est tout. Il y a des faits comme ça. Mais je crois qu'il faut conclure, mon cher. Et puis, excusez-moi de parler beaucoup, mais
Essaye de conclure, Gérard. Ben, je conclurai en parlant d'une autre deux mots simplement pour conclure, mais peut-être on la parole à hasard, c'est qu'il y a aussi une littérature, on dirait, privée. Les lettres, les témoignages, etc., qui restent dans les familles et qui portent la mémoire. Et ce qui est extraordinaire en Russie quand même, et ça je crois que tout le monde doit l'admettre, c'est ce qui se passe au moment de la victoire avec le régiment immortel, dans tous les enfants, n'est-ce pas, de ceux qui ont combattu et qui ont péri pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est 27 millions quand même de victimes, eh bien, on... Даем последнее слово нашему Захару. Захар, последнее слово. Мне то, что мне более всего симпатично, я 100 раз был во Франции, и мы много спорили с французскими читателями, с моими товарищами, с французскими журналистами. Je suis venue une centaine de fois en France, j'exagère à peine, et j'ai eu beaucoup de discussions, parfois houleuses, avec des amis, avec des journalistes. И вообще для французского народа характерна уверенность в своей правоте и необычайное здравомыслие. Il me semble qu'il y a un trait caractéristique des Français, c'est la certitude qu'ils ont raison et par ailleurs une façon de juger très très saine. Но даже за эти 15 лет, которые прошли, я заметил, что никак не под воздействием моих доводов, а просто под воздействием тех процессов, которые происходят в голове у моих французских друзей, они могут чуть менять свою точку зрения, чуть поправлять свою точку зрения. И вот эта, так сказать, доверчивость, способность подправлять свою мысль мне очень симпатична. Et je dois dire que ça fait peut-être une quinzaine d'années que je viens ici et j'ai vu une évolution de mes interlocuteurs français pendant ces 15 ans. J'ai vu qu'ils avaient un petit peu changé d'opinion. Je ne pense pas que c'est grâce à mes arguments, mais je pense que leur capacité à évoluer est aussi très sympathique. Мне кажется, и мы заинтересованы в том, чтобы кто-то третий не придумал для нас третий вариант истории. Je pense que chacun de nous est un côté et l'autre, nous sommes intéressés au fait qu'il ne soit pas une troisième personne qui nous impose son point de vue sur les choses. Потому что наши связи, они больше, чем Путин, больше, чем Макрон, больше, чем современные газеты, русские или французские. У нас огромные связи, и, скажем, наша литература, наше искусство, наше и ваше, оно так повлияло друг на друга, что это у нас в крови, и мы даже можем не отдавать себе в этом отчет. Je pense que nous avons des liens beaucoup plus profonds et que ce n'est pas Poutine ou Macron qui vont nous dicter une position. Simplement, nous sommes très proches, nos cultures sont très proches et nous pouvons avancer l'un vers l'autre. Вот у меня на телефоне написано «За правду», давайте будем за правду.